Bonjour à tous, merci d'être présents sur notre webinaire, donc Webitrans numéro 5, en collaboration donc, avec Pôle Énergie et Axiel, l'électrification des poids lourds accélérée sans polluer. Donc, ce webinaire a une durée d'1 heure et devrait se terminer vers midi. Le programme de 7 heures, donc on aura une présentation des différents acteurs qui ont collaboré à ce webinaire. On aura un zoom sur tout ce qui est réglementation actuelle et à venir avec Pascal Vandal de chez Union des Transports et Logistiques et ensuite Loïc Raffard de chez INTI pour opportunités et défis du TCO. Nous aurons des retours d'expérience, donc cas concret d'intégration des poids lourds électriques. Tout ça donc avec Loïc qui va enchaîner sur le projet Zetra. Et ensuite, nous aurons Forcy Power avec Antai sur Pulse Plus. Viendra les solutions industrielles, développement et innovation. Nous aurons une intervention de Christophe Plumet de chez TDK et ensuite Valentin Landam de chez ST Microelectronics. Et nous finirons avec ce qui nous attend, les enjeux futurs. Donc Pascal Vandal démarrera cette conclusion et on aura Grégory Galland de chez Coquidé qui terminera ce webinaire. Nous gardons les questions-réponses vraiment pour la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet qui est prévu pour ça, juste en bas. Ça permettra d'échanger ensuite avec nos intervenants. Et si vous n'avez pas toutes vos réponses, vous aurez bien sûr le replay. Vous aurez également les contacts des différents intervenants de ce jour. Je laisse la main à Sandrine Beaufils de chez Axiel. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Beaufils, je suis la déléguée générale pour l'organisation professionnelle Axiel Alliance électronique. Donc, petite présentation juste très rapide d'Axiel, si ça fonctionne. Voilà. Axiel est donc une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de composants et systèmes pour l'industrie électronique. Donc, quand on parle de composants et systèmes, c'est tout ce qui est semi-conducteurs passifs, connecteurs PCB, également équipements et services, également tests et mesures. Donc, on parle de 120 membres, ce qui représente environ 8 milliards 5 de chiffre d'affaires, pardon. 30 000 emplois directs, 70 000 indirects, et c'est partagé à environ 24% de grands groupes, 29% de TI et 52% de PME, PMI, les 15 autres pourcents qui sont les laboratoires, les écoles et les clusters. Petit souci, voilà, ça vient tout de suite. La vision d'Axiel, c'est de rendre l'industrie électronique française plus forte et reconnue pour ses potentiels dans les enjeux de grande transition énergétique, d'emploi, formation et de souveraineté industrielle. Les missions que nous nous donnons sont de dynamiser et fédérer l'ensemble des acteurs de l'industrie électronique, promouvoir et défendre bien sûr notre industrie française et européenne, développer des initiatives et des synergies entre nos adhérents et les filières amont et aval, bien sûr être force de proposition auprès des instances publiques, soutenir l'innovation et les échanges, et on est là pour ça aujourd'hui, renforcer la visibilité de nos adhérents, ce qui est le principe même d'une organisation professionnelle, stimuler l'ensemble de la chaîne de formation professionnelle. On a différentes activités au sein d'Axiel qui sont des commissions et des clubs. Les commissions traitant de sujets assez transversaux au travers des domaines d'activité, alors que les clubs sont plus par domaine d'activité. Vous voyez la liste des clubs. Toutes les informations que vous voyez là sont évidemment disponibles sur notre site, sur le site axiel.fr. On a également des événements qu'on organise, et je vais en profiter pour faire un peu la promotion de notre prochain événement qui est notre journée technique de l'électronique qui a lieu le 13 mai et qui est sur Paris, sur place. Pareil, je vous invite à découvrir et aller sur notre site internet pour vous y inscrire. Voilà, c'était une petite présentation très rapide d'Axiel. Encore une fois, Axiel, c'est axiel.fr pour aller voir plus d'informations. Je laisse la parole maintenant, je crois, à
Esteban, voilà. Énergie, tout à fait. On paraît très rapidement, le tout c'est pas me poser la parole. Donc moi je suis Esteban Guignou, je suis chargé d'affaires mobilité décarbonée financement chez Pau Énergie. Alors un petit peu à l'image d'Axiel, Pau Énergie c'est plutôt basé sur la filière, je dirais, de la transition énergétique et de l'énergie. Donc on est simplement un pôle d'excellence régional qui fédère en fait à l'échelle des Hauts-de-France, je précise bien, l'intégralité de la chaîne de valeur de l'énergie. Et en fait notre principale, je dirais, mission au sein donc du territoire, c'est d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les territoires et les entreprises à la décarbonation et surtout la transition énergétique. Donc c'est plusieurs membres, ça va vraiment de la partie, on est plus de 200 membres, de la partie de la création, je dirais producteur d'énergie, jusqu'à l'apporteur de solutions, en passant par les territoires, en passant par les pôles d'innovation. Et donc notre mission, c'est à travers toute la filière de l'énergie, donc réseau, intelligence territoriale, sobriété, efficacité énergétique par exemple, via par exemple les économies d'énergie, via des réponses aux décrets tertiaires, toutes ces choses-là. Mobilité bas carbone, c'est plutôt mes sujets, notamment sur des plans de mobilité employeurs, des accompagnements territoriaux à la mobilité décarbonée, les énergies renouvelables et tout ce qui est lié également au nouveau gaz. Donc en gros, dès qu'une entreprise a un projet autour de la transition énergétique, notre mission, c'est faire de la mise en relation. Notre mission, c'est également mettre notre équipe d'ingénieurs autour de la table afin de concrétiser les projets et surtout de l'accompagner de la phase soit de préfaisabilité jusqu'à en gros la phase de réalisation du projet en passant par la levée de fonds et de la mise en relation qualifiée. C'est un petit peu tout ce qui est dit là au niveau des actions, comme je l'ai dit, de la mise en relation, de la stratégie énergie décarbonation, aide à la maîtrise d'ouvrage, aide au développement et financement, formation et sensibilisation et communication. Je vais pas aller plus loin dans le sens où on a quand même un programme assez chargé, mais dans tous les cas, si jamais vous avez un projet autour de la transition énergétique, que ce soit propre à la mobilité décarbonée, que ce soit propre au niveau des énergies, que ce soit par exemple sur les enjeux, je sais pas, par exemple de plan de décarbonation d'une industrie, du service, des diagnostics de flotte, toutes ces choses-là, nous, on peut vous accompagner vraiment de la phase amont jusqu'à la phase aval. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce que nous proposons. Et du coup, si vous voulez récupérer mes contacts, ça sera ici. Je pense qu'on partagera le support en fin d'intervention. Et n'hésitez pas à poser des questions tout le long de l'événement. Et je laisse la parole donc à Itrans, notre très cher organisateur. Alors, merci Esteban. Oui, le support sera bien envoyé à tous les participants. Donc, petit zoom sur Itrans, donc pôle de compétitivité, des mobilités décarbonées et connectées. Nous, on est sur le développement de tout ce qui est la compétitivité des entreprises grâce à l'innovation collaborative. Donc, on est présent aussi bien au niveau régional, national et européen. Le but d'Itrans, c'est d'accompagner différentes structures. Ça va de l'industriel, du grand groupe à la start-up, les acteurs de la recherche, de la formation, les institutionnels, mais également les territoires. Donc, toutes les étapes en fait, de montage, de développement de projet. On est là de l'innovation jusqu'à la conception, l'industrialisation et la mise sur le marché. Donc, notre but vraiment premier, c'est de voir émerger du projet, c'est d'accompagner pour qu'il voit le jour et également de contribuer à la mise en relation de tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation. On est présent sur différentes filières, donc ça va du ferroviaire, l'automobile et plus particulièrement l'électromobilité avec ma collègue Marwa El Moïse qui est connectée et qui est votre interlocuteur vraiment principal pour cette thématique, l'aéronautique, également l'industrie du futur qui est en transversale sur toutes ces filières. Notre offre de service, notre rôle au sein de l'innovation, c'est comme je vous l'ai dit, les projets, donc booster la compétitivité par l'innovation. On accompagne de l'idée au marché. On oriente également vers les financements, que ce soit français ou européen, parce qu'un projet ne verra pas le jour si derrière il n'est pas financé. Donc c'est vraiment notre rôle aussi de vous aiguiller vers les bons dispositifs. L'appui aux expérimentations également territoriales. Donc le réseau c'est développer les partenariats, les contacts à travers des événements, donc, tels qu'on peut le faire aujourd'hui avec ce webinaire, des événements networking, des clubs d'intérêt, également petit déjeuner d'innovation, etc. Donc notre axe principal, c'est vraiment aussi de vous mettre en relation, de mettre en relation tout cet écosystème, nos adhérents et les différents interlocuteurs.
On a également un pôle international donc, où on va avoir une personne dédiée à l'Europe et l'international, parce que les enjeux et dispositifs sont différents. Parfois, monter un projet européen peut faire peur, mais sachez que chez iTrans, vous êtes vraiment accompagné. Vous avez quelqu'un qui vous épaule de A à Z pour le montage de ce projet. Et ça vous permet à l'avenir d'avoir une meilleure visibilité et une identification des partenaires qui peuvent être présents sur vos projets. On a également le service veille, donc accès en permanence à la plateforme où vous avez toutes les actualités qui sont relayées, appels à projets, événements, etc. Et vous avez la newsletter qui vous est envoyée mensuellement. Donc vraiment veille technologique et stratégique. Donc voilà en quelques mots iTrans. Ce qu'on fait et ce qu'on peut proposer à nos différents adhérents et membres de ce pôle. Donc là, je vous fais une petite diapo, mais vous l'aurez donc à l'avenir avec tous les contacts du pôle et surtout, je vous dis, notre coordinatrice de projet électromobilité, Marois N. Moïse. Voilà. Je passe la main à Pascal Mondal, donc de TLF, pour l'introduction de ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc Pascal Mandel, effectivement, délégué régional pour l'Union TLF sur la partie Hauts-de-France, mais également sur la partie Normandie. Une autre organisation professionnelle, donc œuvre depuis 25 ans donc, au service des entreprises de la chaîne transport et logistique. Si je parle logistique, bien évidemment, on a principalement la partie marchandise. Je ne pourrais pas parler davantage sur la partie voyageurs, bien évidemment, même si j'ai vu qu'il y avait des participants sur ce sujet-là. Donc, une organisation professionnelle est là pour représenter, promouvoir et défendre l'intérêt des chefs d'entreprise de notre secteur. Et la partie environnementale est devenue pour nous un des axes majeurs sur lequel nous devons être le plus présents possible, de façon à pouvoir, se préparer aux évolutions, mais également aussi orienter les débats de façon à ce que ces solutions ou ces contraintes, j'aime pas trop le terme, puissent se faire de façon la plus réaliste par rapport aux activités des entreprises. Alors, ne cherchez pas à régler votre ordinateur. Les caractères sont de la bonne taille. J'ai, de façon un peu volontaire, mis ces caractères de plus en plus petits, simplement pour expliquer qu'on a un contexte européen et français qui nous contraint aujourd'hui à devoir réduire nos gaz à effet de serre. Donc, tout démarre, je dirais, de la loi européenne sur le climat, qui a donc cette volonté de réduire ces GES et qui a pour objectif final la neutralité carbone au sein de l'Union européenne à l'objectif 2050. Ça, bien évidemment, doit se faire sous un échéancier le plus logique possible. Moins 45% d'ici 2030, moins 65% d'ici 2035 et moins 90% d'ici 2040. Ce sont les grandes étapes qui s'imposent. On a cette politique ou cette directive européenne donc, qui s'impose avec un pacte vert européen, le Fit for 55 également, mais nous avons aussi bien évidemment une déclinaison sur le territoire français avec notamment la stratégie nationale bas carbone et ses contraintes réglementaires. On a le code des transports, ce qui nous concerne nous directement et notamment sur la partie poids lourd, donc article 67, article L 1431, qui impose donc de pouvoir informer les clients de l'affichage, de l'affichage des émissions de CO2 dans le cadre d'une prestation de transport entre son point de départ et son point d'arrivée. Jusqu'à présent, cette réglementation était en vigueur, très honnêtement, très peu suivie, mais les contraintes, et notamment l'article 139 de la loi Climat et Résilience, va mettre en place un système d'amende qui va donc accélérer cet affichage et donc aussi, je dirais,
mettre un acte de volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, ça doit se faire, bien évidemment, sur les moyens mis en œuvre. Les entreprises donc, vont devoir inclure le scope 3, qui englobe notamment les émissions donc, par rapport à leurs sous-traitants. C'est vrai que je représente les entreprises qui ont du parc de véhicules, mais aussi les organisateurs de transport, qui, en dehors de ces relations avec les clients et de cette nécessité de réduire ces gaz à effet de serre, se voient aussi contraints par l'usage des véhicules et notamment des ZFE sur le terrain. Nous sommes contraints à devoir changer les modes de motorisation, d'énergie, pour pouvoir rentrer dans les centres-villes. Le secteur d'activité n'a pas attendu voilà, pour pouvoir changer et évoluer. Donc, nous avons un engagement volontaire environnemental depuis 2018. Plus de 4000 entreprises se sont engagées pour réduire ces gaz à effet de serre, avec aujourd'hui près de 4 millions donc, de CO2 réduits, de tonnes CO2 réduites. Et cet engagement que les entreprises ont pris pour un plan de 3 ans a 4 axes de progrès. Celui qui va nous concerner directement dans nos débats, c'est l'axe sur le véhicule et le renouvellement des flottes. Aujourd'hui, on va s'orienter plutôt vers des flottes de biocarburants et le gaz, mais il y a une vraie réflexion au sein des entreprises de transport sur la partie électrique. On a des investissements qui se font aujourd'hui, alors certes de façon très mesurée, sur du véhicule électrique et sur une activité principalement de livraison urbaine. Mais il y a voilà, cette volonté d'essayer ce type de véhicule pour gagner les tonnes CO2. Voilà, donc les carburants, ça je l'ai évoqué, c'est sur la transition gaz et biocarburants aujourd'hui. L'organisation de transport aussi a son rôle à jouer dans cette volonté de réduction des gaz à effet de serre, notamment par la multimodalité. Nous sommes chez TLF très enclins à vouloir aussi orienter les marchandises vers le fluvial et vers le ferroviaire. La notion de conducteur est également importante. On ne conduit pas un véhicule électrique comme on va conduire un véhicule thermique. Donc il y a une vraie volonté de formation des conducteurs pour l'usage de ces véhicules. Reste par rapport à l'électrique, une équation, et là je force le trait pour pouvoir lancer les débats voilà, avec les différents interlocuteurs. Des équations complexes pour les entreprises, un coût d'investissement qui reste élevé sur le véhicule électrique. Voilà. Aujourd'hui, on peut estimer que l'électrique est 3 fois plus élevé, je dis bien à l'achat, bien évidemment, que le diesel. Une autonomie restreinte. L'électrique est 2 fois moins autonome que le véhicule diesel et un temps de recharge complet standard est plus long. Il faut plusieurs heures en électrique contre quelques minutes, on va dire 15 minutes pour un plein de carburant. Voilà, donc ça, voilà, c'est un peu volontaire de façon à, vous dire qu'il y a ces contraintes vis-à-vis des clients de offrir une solution de transport qui voilà, est vertueuse, qui nous est contraint, un acte volontaire, engagement volontaire de la part des entreprises et une équation à trouver pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et je laisserai donc les autres intervenants présenter les choses qui peuvent venir un peu répondre à ces équations complexes. Et on se retrouve à la fin pour pouvoir un peu conclure sur la vision. Merci beaucoup, Pascal. Je laisse la main donc à Loïc Raffard de chez Inti. Bonjour à tous. Merci Elodie, merci Pascal. Donc, en effet, pour prendre le relais de Pascal, moi je vais vous parler de TCO, donc du coup de revient de cette mobilité électrique. Alors en 2 mots, le groupe Inti, on est un groupe indépendant français actif selon deux verticales, 2 activités. Un côté développement de projets d'énergie renouvelable, donc on est énergéticien, on produit des électrons verts, et de l'autre, on développe des solutions pour la mobilité lourde, donc le camion, zéro émission.
via une filiale qui s'appelle Zetra, donc qui vient d'être lancée, donc qui regroupe l'intégralité de nos activités dans la mobilité lourde. Donc toutes les slides seront brandées Zetra. Alors pour commencer, par rapport à ce que disait Pascal, pour nous l'électrification, ça correspond à l'avenir pour le transport. Déjà c'est un progrès technologique. On en parle assez peu, mais c'est un meilleur camion. Il ne fait pas de bruit, pas de vibration. Pour les chauffeurs, en règle générale, c'est un plébiscite. Au-delà des sujets d'autonomie, mais vraiment la conduite, on est sur un camion qui apporte un meilleur confort. L'électrique ou l'hydrogène, on est sur deux énergies qu'on peut maîtriser localement. Ça, c'est un point qui est important, notamment dans le contexte actuel. On a une vraie maîtrise énergétique sur la production d'électricité et ça nous permet d'avoir une souveraineté sur cette partie énergétique. Et le dernier point qui est évidemment très important, c'est la décarbonation, d'avoir un véhicule qui est entièrement décarboné. Alors les enjeux de cette mobilité, surtout par rapport aux contraintes du monde du transport, c'est dans un premier temps d'avoir une flotte de véhicules qui répond aux besoins. Donc par rapport au point de Pascal, en effet, aujourd'hui, l'autonomie d'un véhicule électrique est plus réduite. Maintenant, on travaille avec des produits qui répondent à une majorité des cas d'usage. Pas tous, c'est clair, mais quand même une majorité des cas d'usage avec des autonomies, on y reviendra, qui peuvent atteindre 600 km en fonction des véhicules. Donc ça, c'est le premier point, avoir des véhicules qui répondent aux besoins, avoir accès à une infrastructure de recharge qui soit sans contrainte, à la taille, qui répondent aux besoins également, d'avoir une fourniture d'énergie qui permet d'avoir une visibilité sur les prix. Et le dernier point qui est majeur pour les acteurs du transport, c'est ne pas avoir d'impact dans leur gestion opérationnelle, et notamment par rapport au sujet de recharge du véhicule. Ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un secteur qui est très contraint. On ne peut pas avoir d'impact opérationnel majeur à gérer au quotidien. Donc, le point qui est lié derrière à notre discussion TCO, c'est vraiment qu'il y a un besoin aujourd'hui de massifier, les flottes et les infrastructures pour atteindre ces objectifs d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Alors, Pascal a parlé des contraintes réglementaires. Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a des contraintes qui viennent renchérir le coût du diesel, que ce soit la réglementation Vecto, je passe rapidement, mais qui va de facto renchérir le prix des véhicules thermiques, ou au niveau du carburant, la TIRER, donc l'obligation d'incorporation de carburant renouvelable dans le mix des carburants routiers, le marché du carbone qui va s'appliquer au transport, et également les lois sur l'assise française. On parle régulièrement de l'exemption de TICPE qui est important. Et tout ça va renchérir le thermique et coûter moins cher en électrique. Donc aujourd'hui, on a un vaste choix de camions disponibles en électrique. Donc globalement, le premier pilier, on y répond pour une partie des cas d'usage, avec un marché qui grandit. On commence à des niveaux faibles, mais en effet avec des ambitions significatives, donc qui vont permettre d'avoir une massification du volume de camions électriques et une baisse des prix de ces camions avec un effet volume. L'enjeu pour atteindre un TCO compétitif, il est autour de la massification. On y reviendra sur les cas concrets, mais le vrai enjeu, c'est si vous fonctionnez avec un camion ou deux camions et une borne, vous n'atteignez pas des effets d'échelle qui permettent de faire baisser les coûts. Donc il faut massifier la recharge, développement de stations à la taille, qui permettent de baisser les coûts. Il faut massifier les tailles des flottes de véhicules électriques, parce que tant que les constructeurs vendront des véhicules électriques à l'unité, on restera sur des produits qui sont chers. Avec des flottes, on voit vraiment des effets d'échelle qui commencent à se dessiner pour optimiser le coût du matériel.
Et derrière, avec un ensemble, avec la redondance qui va bien, on a une performance opérationnelle qui est équivalente à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur du thermique. Tout ça nous mène à aujourd'hui des TCO sur des ensembles optimisés sur lesquels on travaille actuellement, avec des TCO qui peuvent être plus compétitifs que ce qu'on a sur du thermique. Notamment pour certains cas d'usage, et notamment pour les cas d'usage les plus intensifs, où on a une consommation d'énergie qui est plus importante. Et ça, vous voyez l'écart sur cette graphe entre un TCO diesel et un TCO électrique, sur des cas d'usage plus intensifs qui fonctionnent avec de l'électrique. On est sur des TCO qui sont aujourd'hui plus bas. Élodie, j'enchaîne ou... Oui. Là, on va passer au cas concret. Donc, on a Loïc qui va démarrer et ensuite, on aura Antaï qui prendra la suite. Parfait. Donc, pour parler de cas concrets, alors je repasse sur qui est Zetra. Alors, nous, on travaille sur un ensemble complet. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'électrification fonctionne, vous avez besoin d'une infrastructure de recharge, vous avez besoin d'une fourniture d'énergie, vous avez besoin de véhicules électriques et vous avez besoin d'une plateforme qui fait fonctionner tout ça de manière intégrée. Donc nous, chez Zetra, c'est ce qu'on propose, c'est une offre, une solution unique qu'on appelle Truck as a Service, qui met à disposition des transporteurs un camion, sa maintenance, le carburant sur une infrastructure dédiée. Alors on fonctionne avec des stations privées ou des stations ouvertes. On peut fonctionner avec les deux schémas, mais qui permettent aux transporteurs de passer à l'électrique, à la taille, sans avoir d'investissement à réaliser. Par rapport au point de Pascal, hein, acheter un camion 3 fois plus cher qu'un camion thermique, c'est parfois compliqué pour des transporteurs. Là, il n'y a pas d'investissement à réaliser, que ce soit sur la partie recharge ou sur la partie véhicule, ils payent à l'usage et ils ont une simplicité du parcours client et le tout avec un prix qui est garanti, qui leur permet d'avoir un prix qui est compétitif par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui sur du thermique. Le point qu'on oublie souvent, c'est que l'électrique, en effet, ça peut apporter quelques contraintes, mais derrière, il y a vraiment un enjeu de pilotage de la recharge pour atteindre vraiment l'optimum économique. Donc, nous, typiquement, on a développé une plateforme qui permet de faire le lien entre le monde du transport et le monde de l'énergie. Et les deux doivent cohabiter pour pouvoir être le plus compétitif possible. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de lier ces deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner ensemble, le monde de l'électrique et le monde du transport, mais les deux sont intrinsèquement liés et on voit le besoin de faire communiquer les deux systèmes. Alors, sur un cas très concret, hein, donc nous, on ouvre notre première station à Meursault, donc pour de la recharge poids lourd, c'est une station ouverte, hein, donc dédiée à un client qui est à proximité de la station, mais une station qui peut également être utilisée par d'autres. On fonctionne avec des bornes Alpitronic, hein, sur le lourd. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Alpitronic par rapport à ça, donc ils équipent nos premières stations. On voit ici un camion Volvo, hein, qui est en cours de recharge sur la station. Donc c'est nos premiers cas. On développe une série d'écosystèmes en France, hein, notamment dans la région Hauts-de-France. Alors c'est encore un peu tôt pour pouvoir communiquer dessus, mais on a différents projets sur la zone. Je voulais vous parler très rapidement d'un exemple de projet qu'on développe. Alors ici, on est en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un projet qui s'appelle Green Hinterland. Dans cette optique de massification. Donc on travaille avec la FNTR et avec des transporteurs locaux pour développer un écosystème régional dans le but d'atteindre cet effet d'échelle. Donc là, on a un objectif de 10 millions de kilomètres parcourus par an. Donc ça fait à peu près une centaine de camions.
avec un positionnement de station, travailler avec les transporteurs pour répondre à leurs besoins. Donc avec des stations à la taille qui ont chacune entre 10 et 20 camions captifs et qui peuvent accueillir d'autres camions. Donc c'est vraiment sur cet enjeu de massification qu'on arrive à faire baisser les coûts, et on voit dans certaines régions justement des initiatives qui permettent d'atteindre cet objectif. Pour terminer, sur l'offre électrique, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut vraiment analyser en détail les plans de transport. On se rend compte à chaque fois qu'on travaille un cas qu'il y a une grande partie des flux qui sont électrifiables. Ça, c'est le point qui est important. Il faut faire ce travail en amont, mais ça permet de conforter le cas. Et ensuite de dérouler tous les segments, le bon véhicule, la bonne infrastructure, la bonne fourniture d'énergie. Une fois qu'on a travaillé un cas pertinent, on se rend compte qu'on peut être très compétitif. On dit que 10 à 15 centimes, évidemment ça dépend des cas, mais ça permet vraiment d'être plus compétitif et de viser en dessous de la parité thermique. Merci à tous. Je passe la main à Antaï. Merci beaucoup. Donc, je laisse la main à Forsee Power pour la présentation Pulse+. Oui, bonjour à tous et merci à eTrans pour l'organisation de ce webinaire et d'avoir pensé à nous pour la partie électrification des poids lourds. Donc, je m'appelle Antaï Orang, je suis chargé des affaires publiques au sein de Forsee Power. Donc, très rapidement sur Forsee Power, donc nous sommes concepteurs et fabricants de batteries pour les véhicules lourds. Donc, nos segments de marché principaux sont le bus, le car et puis les engins ce qu'on appelle le off-road, le off-highway. Donc, les engins de chantier, les engins type balayeuse, les miniers, etc. Donc, des segments de marché qui ne sont pas en l'occurrence celles du véhicule individuel. On aborde également les véhicules légers. Notre centre de R&D donc situé en région parisienne. Puis on a une usine à côté de Poitiers et également aux US, en Chine et en Inde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet Pulse Plus, du produit en fait Pulse Plus, qui est un projet qui a été labellisé par eTrans il y a 2 ans maintenant, et qui est financé par l'État, qui est cofinancé par l'État via le guichet IDEMO. Donc à travers BPI France et France 2030, et c'est un projet qui tourne autour des solutions de haute puissance, en l'occurrence pour le développement de non seulement le Pulse Plus 26 que vous voyez là en face enfin dans la slide, mais également pour des applications autres qu'on pourra voir après. Donc on pourra je rejoins les interventions précédentes concernant le TCO sur lequel on est très sensible au sein de Forsee Power, donc on pourra voir ça un peu tout de suite après. Donc le projet Pulse Plus, c'est un projet qui tourne autour des batteries de haute puissance. Donc, ils sont un peu à mettre en comparaison avec les batteries à haute autonomie, qui utilisent notamment des cellules LTO. Donc, chez Forsee Power, on n'est pas des électrochimistes, hein, on fait pas partie de ces gigafactories. En revanche, on achète les cellules de nos partenaires, qui peuvent être asiatiques, américains, ou demain européens et français. Et puis on va faire l'assemblage et on va faire notamment toute la partie modélisation et BMS, donc que je pourrais vous présenter. Donc le point important concernant le projet Pulse Plus, et ce qui va différencier notamment cette gamme de batteries comparée aux autres, c'est qu'elle est vraiment tournée autour de la haute puissance grâce aux cellules
LTO, donc lithium oxyde de titane. Aujourd'hui, on entend beaucoup évidemment parler des batteries NMC ou LFP, qui elles vont être beaucoup plus tournées autonomie, même s'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de typologies en fait de cellules en fonction du fournisseur. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, c'est on a présélectionné des cellules en fonction de la demande de nos clients. On a regardé un peu les cellules qui sont sur le marché et puis on a décidé de partir avec des cellules Toshiba qui offrent les performances très sim très similaire à ce que demandait en l'occurrence, la clientèle et certes à des prix un peu plus chers que ce que les cellules chinoises peuvent proposer, mais beaucoup plus safe et ça on va voir ça, notamment tout de suite après. Donc au niveau des applications, c'est un pack batterie que l'on fait, pour les bus. Il y a également des applications ferroviaires et des solutions hybrides, donc notamment avec le fuel cell, le fuel cell qui aborde généralement la partie autonomie, qui est complétée par la partie puissance avec notre gamme Pulse. Donc, dans notre premier lot, on a eu la modélisation électrochimique. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait pour toutes les batteries. Étant donné qu'on achète les cellules, on a besoin donc des datasheets, évidemment de nos fournisseurs. Mais le premier travail qu'on va faire, c'est qu'on va faire du cyclage de ces cellules-là, puisque il faut que nos modèles de vieillissement et également nos modèles nos algorithmes de sécurité correspondent bien à ce que notre fournisseur de cellules nous transmet et donc parfois il y a souvent des écarts donc dans tous les cas on fait les tests dans notre usine à côté de Chasseneuil ou bien directement en Chine. Donc la modélisation c'est une partie qui est extrêmement importante puisqu'en l'occurrence, elle impacte la durée de vie du produit. On parlait du TCO et du prix de l'électrification des véhicules, notamment des poids lourds. Le gros avantage de la gamme Pulse Plus avec les cellules LTO, c'est qu'on peut arriver à des durées de vie de 20 ans. Euh, les cellules LTO étant très connues pour une durée de vie et on l'utilise déjà aujourd'hui nous pour certaines applications ferroviaires. Mais là en l'occurrence c'est une nouvelle batterie qu'on a lancée très récemment. Et puis évidemment pour les algorithmes de gestion du thermal runaway, pour la détection de quelques failles ou autres. Pour nous, c'est indispensable de faire des tests abusifs, de la modélisation, et puis ça nous permet également de faire le design du pack et du module. Donc, alors notre cœur des métiers étant surtout l'assemblage et la partie BMS, on développe le BMS et le MBMS, donc le Battery Management System et le Master Battery Management System, puisque dans l'électrification des poids lourds, on ne met pas qu'un seul pack batterie, on en met plusieurs en parallèle, ce qui fait que parfois ça complexifie un peu l'architecture, mais par contre, tout le système de sécurité doit suivre derrière. Là où le véhicule individuel, on va généralement avoir qu'un seul pack batterie, et donc un pack correspond à un BMS. Là, en l'occurrence, on en met plusieurs, un sur le toit, un derrière, un en dessous. C'est une gestion des packs batteries qui est différente. Donc on va également développer toute la dans le projet, on a développé toute la partie gestion intelligente des batteries, la remontée de données, mais également la descente, et également toute la partie compliance avec le battery passport. Donc donc alors
c'est un projet dans lequel on a déjà eu quelques retombées économiques. Donc là, on a pour l'instant publié pour BAE Systems aux États-Unis, donc qui est notre premier client pour le Pulse Plus. On en a un autre qui fera l'objet d'une communication très bientôt. Et puis au niveau des impacts environnementaux, évidemment, là je prends les chiffres de l'ADEME, mais pour un camion ou un bus électrifié, c'est 149,4 tonnes de CO2 évitées à l'échappement. Donc les retombées sont évidemment non négligeables. Et comme vous voyez bien, alors là on montre BAE System, mais Forsy Power, on opère vraiment partout dans le monde. Et en plus avec toute la géopolitique, on va dire aujourd'hui, on a au moins le mérite d'avoir une usine aux États-Unis pour être Buy American compliant, et aussi de pouvoir varier nos fournisseurs de cellules, que ce soit chinois, japonais ou sud-coréens. Donc c'est un des grands plus, ce qui fait qu'on a un peu moins d'impact que certains de nos collègues sur la géopolitique actuelle. Donc, je vais pas aller plus loin sur cette présentation-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin, si vous avez des questions ou des interrogations concernant Forsy Power ou tout simplement le projet Pulse Plus. Il y aura également des communications qui seront faites, étant donné que une variante ferroviaire sera développée, mais ce n'est pas forcément la thématique du jour. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Christophe, je vous laisse la main pour la suite. Oui, vous m'entendez? Oui, impeccable. Bonjour à tous. Donc je me présente, Christophe Plumet, je suis en charge du business développement France pour TDK. Très rapidement, donc le groupe TDK, qui est une société japonaise fondée en 1935, 100 000 salariés dans le monde, 250 sites industriels, dont en Europe également avec des centres de R&D, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc sur des marchés notamment d'automobile à 50% de cette valeur. L'offre produit est relativement pléthorique, je ne vais pas la détailler ici, je vous rassure. Donc la partie gauche concerne les composants passifs pour lesquels je dirais, nous sommes leaders du marché, et puis également des solutions systèmes comme des alimentations à découpage, mais que je ne détaillerai pas ici. En ce qui concerne l'offre automobile et la mobilité électrique, il y a un certain nombre de produits, que ce soit des condensateurs, des inductants, des transformateurs, des capteurs, qui sont parfaitement dédiés à ce marché. Je retiendrai trois versions que je vous détaillerai en fait juste après. Mais en préambule, vu par, je dirais, le fabricant de composants que nous sommes, le marché de l'électrification du poids lourd, en tout cas, présente un certain nombre de difficultés techniques. La première, c'est la tension de fonctionnement. Nous sommes ici sur des tensions habituellement de 800 volts, ce qui est bien au-delà, en principe, de ce que nous faisons pour l'automobile. Les convertisseurs liés justement à la gestion d'énergie en architecture SiC amènent souvent des fréquences de fonctionnement relativement élevées qui, en fait, en général, occasionnent beaucoup de pertes. La température est bien sûr un critère, température élevée, mais il y a également la partie fiabilité. Fiabilité, effectivement, le coût de défaillance par rapport à le coût d'exploitation d'un camion n'a rien à voir en termes de conséquences avec ce que l'on peut avoir pour une voiture. Et puis la durée de vie, on n'est pas du tout sur du 200 000 ou 100 000 km, on dépasse allègrement le million de kilomètres. Donc, j'ai choisi trois produits que je vais vous présenter très rapidement. Tout d'abord, un condensateur céramique piezo de nouvelle génération. Un deuxième produit qui est en fait un contacteur haute tension, un genre de disjoncteur. Et puis, troisième produit, un condensateur dit à diélectrique film, donc faible perte, mais qui est également modulable. Le premier, donc, technologie, donc, ce qu'on appelle nous TDK, condensateur Ceralink, qui présente un certain nombre d'avantages liés à sa performance.
Tout d'abord, il permet de répondre à la problématique que j'ai citée juste avant, c'est-à-dire tout d'abord la tension de fonctionnement. Nous avons une gamme qui va jusqu'à 900 volts. La particularité du produit, c'est comme on le voit sur le graphe sur la droite, c'est que plus la fréquence de fonctionnement augmente, en fait, plus sa capacité à fournir, enfin accepter un courant est élevée. C'est-à-dire que c'est souvent c'est pas le cas souvent. Donc la fréquence ne nous gêne pas, ne le gêne pas en tout cas. La température, fonctionnement permanent 150 degrés possible, avec des durées de vie qui sont qualifiées justement milieu 150 degrés. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour un poids lourd. Néanmoins, ce qu'il faut bien voir, c'est que la qualification signifie ne pas dépasser un pourcentage minime, c'est-à-dire qu'on ait quelques pourcents de dérive sur les paramètres électriques. Ce qui ne veut pas dire que le composant se met en défaut. Et justement, en termes de fiabilité, nous avons ici une architecture en fait série parallèle qui permet d'isoler des défauts et éviter ces modes de défaillance catalytique. Par exemple, ici, vous avez une image une coupe du produit avant 10 000 cycles de choc thermique et après, et il n'y a aucune détérioration au sein du produit, ce qui n'est pas le cas. Souvent, des condensateurs multicouches céramiques, dites céramiques traditionnelles, à base de titanate de barium, alors que là, on a un diélectrique qui est différent. Voilà. Deuxième produit que je voulais vous présenter également, les contacteurs haute tension. Donc, c'est un produit qui est disposé, en fait, entre la batterie et le système de charge. Donc, c'est un élément de sécurité qui vient déconnecter avec une énergie qui est colossale, puisque là, on a des composants qui permettent de couper 500 ampères sous 1500 volts. Alors, évidemment, ce n'est pas un produit qui va fonctionner tous les matins, hein, c'est vraiment dans la durée de vie du véhicule, quelques cycles, de manière à mettre en sécurité l'ensemble de la structure, éviter les prises de feu. Donc, c'est un système électromagnétique qui permet de séparer, en fait, vous voyez ici sur la gauche, le système de coupure. Dernier produit que je voulais vous présenter, qui nous semble adapté, ce sont en fait des condensateurs diélectriques film qui sont modulaires. Donc, c'est XEV Cap. Ils sont montés effectivement dans l'averteur qui, en fait, permet de piloter le moteur, et sur des tensions également de 900 volts, 60 ampères, etc. Mais l'intérêt de ce produit, c'est qu'il est effectivement flexible, c'est-à-dire qu'on a, nous sommes propriétaires du moule de l'élément de base, et on peut l'assembler comme un Lego pour pour concevoir la bonne valeur de capacité, la bonne tension, etc. Ce qui limite énormément le coût de développement, enfin le coût pour nos clients d'ownership sur ce type de produit. Pour terminer, je voulais parler effectivement des enjeux justement de l'innovation et des partenariats. Pour le composant électronique, il y a deux problématiques majeures hors technique, c'est bien sûr le coût et la fiabilité. Malheureusement, le marché du poids lourd, lui, est inversement proportionnel à la taille des véhicules qu'on voit sur l'image de droite. Donc, on comprend bien que nous, fabricants, nous n'avons pas les moyens, les ressources pour développer des solutions spécifiques pour des raisons évidentes de coût d'amortissement. Et puis, d'autre part, nous recevons des spécifications de nos donneurs d'ordre et de nos clients qui, parfois, semblent pas tout à fait éprouvées. C'est-à-dire que le problème étant qu'eux-mêmes n'ont pas d'historique de fiabilité de ces systèmes. Donc, ce que nous, TDK, nous préconisons pour répondre à ces problématiques, c'est tout d'abord d'être impliqué en amont sur les phases de RFQ. C'est-à-dire que nous sommes force de proposition sur des solutions qui sont existantes, donc dans les coûts, l'amortissement des outillages sont déjà en partie payés. Et donc, l'idée est de construire en fait une architecture système autour de ces solutions existantes et non pas l'inverse. Notre proposition est également l'utilisation de solutions modulables comme le XEV Cap que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet également d'avoir un time to market quelque chose de rapide et de répondre à des demandes qui arriveraient actuellement. Et puis enfin, la proposition de solutions, également des solutions techniques, non seulement des solutions existantes, mais qui ont été éprouvées sur d'autres marchés, notamment sur les véhicules électriques. On a maintenant un recul sur plusieurs années, ce qui permet de dire si effectivement le produit est adapté à ce type de marché ou non.
Voilà, pour terminer, donc TDK est à votre écoute pour tous vos projets je dirais, de développement liés à vos solutions électroniques. Nous avons un site internet et je reste bien sûr moi-même disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, je passe la main donc à Valentin. Donc, pour information, on va certainement déborder de 5 petites minutes le webinaire. Donc, voilà, j'avertis mes intervenants et également les participants sur le timing. Valentin, je vous laisse la main de chez ST. Merci beaucoup Elodie, bonjour à tous et merci pour votre invitation à ce webinaire. Donc je vais vous faire une petite présentation sur la partie ST concernant les semi-conducteurs pour des applications poids lourds. Donc mon nom est Valentin Landema, je m'occupe des partenariats stratégiques pour la région EMEA et donc je vais vous présenter cette contribution. Donc juste quelques mots à propos de ST Microelectronics, qui est un groupe franco-italien à vocation mondiale, donc environ 50 000 employés, plus de 9 000 personnes en R&D. Donc c'est un chiffre dont nous sommes très fiers puisque voilà, les produits ST Microelectronics sont fortement basés sur l'innovation de génération en génération de produits. Et donc, voilà, on vend de l'innovation à nos clients, mais aussi des produits de plus en plus durables et efficients, puisque pour réagir aux propos introductifs sur le contexte réglementaire, effectivement, ST Microelectronics a une trajectoire claire en termes de réduction des émissions CO2, avec une target d'être neutre en carbone pour les objectifs Scope 1 et Scope 2, donc c'est-à-dire les émissions directes et indirectes, d'ici à 2027, donc c'est presque demain, c'est très bientôt et on est bien placé sur cette trajectoire. Donc sur les 14 sites de production, il y en a 3 importants qui sont situés en France et ST Microelectronics a un business model d'IDM, donc Integrated Device Manufacturer. Donc c'est-à-dire que les puces électroniques sont à la fois designées, produites, vendues, supportées, support du client. Voilà, tout ça, toute cette chaîne de valeur-là, tout ce savoir-faire-là se situe au sein de ST Microelectronics. Donc, quelles sont les briques technologiques qui nous permettent d'être innovants sur le marché, et en particulier sur le marché de l'automobile ou de la mobilité au sens large? Donc, ce sont plusieurs types de briques technologiques qui vont du MEMS, donc pour tout ce qui est voilà, mesure d'un déplacement, des technologies digitales comme le FD-SOI qui a été développé dans l'écosystème grenoblois, des technologies d'RF, mais aussi des technologies de puissance. Donc, dans la présentation précédente, on a parlé du carbure de silicium très rapidement. C'est une technologie voilà, haute puissance maîtrisée par ST. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de l'électrification, aussi pour les basses tensions. C'est aussi un sujet d'importance dans voilà, le transfert d'électricité basse tension au sein d'un véhicule et au sein d'un point lourd. Donc en particulier, on va parler de VI Power, Vertical Intelligent Power, et aussi du Smart Power BCD. Donc effectivement, ces sujets basse tension dans un véhicule peuvent toucher plusieurs sujets, en particulier le sujet de l'éclairage, par exemple. On voit que les véhicules ont des éclairages de plus en plus innovants, bientôt des LED ou des OLED vont arriver sur le marché ou arrivent sur le marché. Donc il faut des moyens de contrôle performants, efficaces, pour pouvoir mettre en œuvre ce type de technologie, ce qu'on appelle la Smart Power Distribution. Donc c'est la distribution de l'électricité basse tension au sein d'un véhicule, et en particulier dans une architecture électrique électronique. Donc pour des circuits dans un véhicule passenger car du type petit véhicule, on est sur des réseaux de plutôt 12 volts, tandis que pour tout ce qui est truck, donc tout ce qui est camion, ça serait plutôt du 24 volts. Ensuite, on a toute une partie contrôle moteur électrique par exemple, pour un siège ou une ouverture de coffre. Et donc, on a ces technologies qui sont les technologies VI Power, sur lesquelles on reviendra, et aussi les technologies StripFET, qui sont des MOSFET basse tension.
Donc en termes d'application, et pour rejoindre le sujet de ce webinaire aujourd'hui, donc on va vraiment se positionner par rapport au sujet des poids lourds, mais ce type de discussion, on peut aussi intervenir effectivement sur la partie agricole ou même marine. Donc ce sont les mêmes types de requirements avec des technologies qui doivent durer dans le temps, qui doivent être robustes et qui ont des hauts niveaux d'énergie dans ce cas de figure. Donc effectivement, on a deux types de technologies, deux types d'approches dans ces deux types de familles de produits. Donc on a pour la partie gauche le VI-Power, donc c'est vraiment le contrôle d'une charge. Donc une charge, comme on l'a dit, ça peut être une charge telle qu'une lampe, une climatisation ou tout type d'éléments basse tension dans un véhicule. Entre la batterie et cette charge, donc une solution, ce qu'on appelle monolithique, donc c'est la technologie VI-Power pour vraiment ce réseau basse tension, toujours dans la basse tension pour la partie droite, mais pour des tensions un petit peu plus hautes, de l'ordre jusqu'à 100-150 volts. Là, on a une technologie, on va dire, séparée avec un gate driver et un MOSFET qui vont pouvoir protéger et contrôler une charge pour, par exemple, remplacer un relais mécanique, par exemple. Donc, si on se concentre sur la partie VI-Power, donc c'est une innovation qui est assez ancienne, des années 90, donc plus de 30 ans d'expérience sur cette technologie. On a plusieurs générations effectivement de VI-Power. Et donc, l'aspect intéressant sur ce type de techno, c'est l'intégration, on appelle ça monolithique, de plusieurs types de technologies dans un même chip, dans un même semi-conducteur. Donc, sur une partie logique, donc ça va être l'interface par exemple avec un microcontrôleur, une partie analogique pour tout ce qui est mesure d'ampérage, pour vérifier que la charge est bien protégée. Une partie sensing, donc ça va être le contrôle de température pour être sûr que le composant ne va pas avoir un dommage par une surchauffe, par exemple. Il y a des éléments de protection et puis il y a les éléments de puissance pour faire passer une tension sur une charge donnée. Donc tout ça dans une seule die, dans un seul semi-conducteur. Donc voilà, on va aller un peu plus en détail. Donc c'est sur la technologie, ce qu'on appelle M05T, donc qui est vraiment dédié à cet univers du poids lourd, avec des architectures 24 volts pour les poids lourds, donc vraiment dédiés, qui ont des temps d'opération très importants. Donc pour ce type d'application, plus de 30 000 heures, on garantit 30 000 heures de fonctionnement, qui est vraiment designé pour les longueurs de câbles plus importantes de ce type de véhicule, donc pour ce type de véhicule de poids lourd, et qui est vraiment robuste en termes de court-circuit, donc qui peuvent apparaître sur ce type de driver, dans ce qu'on appelle high side driver, puisque la charge dans ce cas de figure est connectée à la masse directement. Donc voilà, à droite vous verrez, je rentrerai pas dans le détail, mais le petit schéma qui explique justement toute cette partie interface avec le microcontrôleur, interface par rapport à la partie sensing et la partie température. Et donc là, si on parle sur la partie plus détachée, donc la partie strip FET, donc ce sont les deux dernières générations de strip FET qui sont montrées à l'écran. Donc encore une fois, quand on parle d'architecture électrique et électronique, ce qui est très important, c'est l'efficience énergétique. Et donc le paramètre qui mesure ça en particulier, ça va être le RDS-on, donc la partie résistive. Donc le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle des tensions de breakdown les plus élevés possibles avec un RDS-on le plus faible. Donc c'est ce que tacle justement, ce que permet de résoudre la technologie strip FET F8 pour des larges plages d'application. Et donc là, je ne rentrerai pas non plus dans le détail, mais génération après génération, c'est aussi une technologie qui a aujourd'hui en fait 30 ans. Depuis la génération F1, on a une densité de puissance qui va en augmentant, tout en ayant on va dire un footprint, une taille de semi-conducteur de puce réduite et un RDS-on réduit. Et donc depuis le lancement de ce produit, il y a environ 30 ans, on a plus de 13 milliards de produits qui ont été de la famille strip FET qui a été vendue à travers le monde. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est tout pour ma part, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les intervenants. On va passer à la conclusion de ces interventions avec tout d'abord Pascal
Et ensuite, Grégory, donc, vous avez peu de temps pour conclure, comme ça, il nous restera 5 minutes pour répondre à toutes les questions que l'on a eues tout le long de ce webinaire. Pascal, je vous laisse la main pour la première partie de la conclusion. Je fais au plus vite. On peut effectivement constater là, avec les différentes interventions que l'évolution technologique est en marche et qu'elle est en train de gommer effectivement les contraintes d'exploitation qu'on peut avoir effectivement avec les véhicules, ce qui était un peu mes propos de départ. Il est évident que la batterie sera la solution ultime pour notre secteur d'activité, et notamment en termes d'émissions complètement neutres au niveau des véhicules lourds. Un travail est nécessaire au sein des entreprises de transport, d'identifier donc les besoins et usages des véhicules, de pouvoir faire évoluer le parc en conséquence, tout en tenant compte aussi de la programmation pluriannuelle de l'énergie et la mise en œuvre sur le terrain. Il y a des véhicules, mais il y a également, bien évidemment, le réseau d'avitaillement. Et quand on parle de ZFE, l'électrique est une évidence, mais si les grandes agglomérations ne prennent pas en charge le réseau d'avitaillement électrique, ça ne peut pas fonctionner. On sait qu'on a une notion de calendrier qui est contraint. On voit que la technologie avance et merci pour tous les intervenants voilà, des efforts qui sont faits pour pouvoir rendre le poids lourd électrique opérationnel. On sait que la Commission européenne réfléchit aujourd'hui à assouplir peut-être un peu les règles et notamment l'objectif 2040 et 2050 pour permettre justement aux constructeurs de véhicules de pouvoir, et ceux qui fournissent les batteries, de pouvoir donner des solutions optimales pour les usagers, les clients transporteurs. Voilà. Les incertitudes en France, et notamment face à des situations géopolitiques inédites, font aussi que peut-être les aides vont être un peu réduites, que les plans d'investissement infrastructure, notamment sur la distribution d'électricité, sera peut-être un peu contraint. Voilà, et je pense qu'il faut se ramener aux réalités organisationnelles, techniques et financières pour pouvoir sereinement mettre en œuvre ce véhicule électrique. Merci beaucoup. Et on termine donc avec Grégory Galland de ce petit. Bonjour, merci de me donner ce temps de parole et de me permettre de vous présenter un peu les ambitions et objectifs d'un constructeur comme Renault Trucks. Donc, je m'appelle Grégory Galland, je suis référent électromobilité et énergie alternative pour l'entreprise Coquidé, qui est un distributeur donc, de la marque Renault Trucks. Mon rôle est principalement d'accompagner les acteurs du transport dans leurs objectifs et leur transition énergétique, puisque en effet, nous sommes tenus, nous constructeurs, par une norme Vecto, qui est issue de l'Union européenne et qui va contrôler et sanctionner en fait les émissions de CO2 des véhicules de transport dans l'industrie du transport. Donc aujourd'hui, on fait face à deux défis. Le premier, c'est donc le défi sur la qualité de l'air. Donc un défi qui est pris en compte depuis plusieurs années maintenant dans le monde du moteur thermique via les normes Euro. Aujourd'hui, on est sur l'Euro 6, bientôt l'Euro 7, mais aussi sur principalement donc le réchauffement climatique, qui a pour but de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, donc principalement le CO2. Et je le répète, face à ce défi, donc l'Union européenne a créé une réglementation qui s'appelle Vecto et qui va contrôler en fait cette trajectoire et qui va sanctionner en fait les émissions de CO2. Donc d'où l'importance en fait de vraiment se caler en fait sur ces objectifs. Aujourd'hui, l'ambition de Renault Trucks, c'est vraiment de lutter contre le réchauffement climatique et de maintenir en fait la hausse de la température du globe vraiment à 1,5 degré. C'est un scénario, si vous voulez, qui est mis en place par des ONG qui s'appuient sur une initiative SBT. Donc vraiment l'objectif de Renault Trucks, c'est d'avoir en 2050 un parc roulant neutre en carbone.
Pour ce faire, on a 3 axes pour réduire ces émissions de CO2. Le premier, donc c'est la réduction de la consommation de nos moteurs thermiques avec des nouvelles innovations. Le deuxième, c'est les économies circulaires, en prenant par exemple le rétrofit, la technologie du rétrofit d'un véhicule diesel vers des énergies alternatives comme le B100. Et la dernière, bien sûr, c'est l'électromobilité qui va permettre vraiment un gain en réduction d'émissions énorme. Mais on est bien conscient que c'est une nouvelle technologie, que ça ne comble pas toutes les activités et que ça nécessite des infrastructures importantes. Pour avoir un parc 100% neutre en carbone à partir de 2050, on a cette trajectoire qui met en 2040 un point d'honneur à arrêter la fabrication des moteurs à combustion thermique, j'ai envie de dire, mais sur des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'à partir de 2040, chez Renault Trucks, nous aurons toujours la possibilité de proposer des moteurs thermiques, mais principalement à usage d'énergie renouvelables comme le biocarburant, le biogaz et l'hydrogène. La grosse partie de notre production se fera sur l'électrique, puisque aujourd'hui c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour répondre aux exigences de l'Union européenne pour faire face justement au climat. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Le but, c'est vraiment de vous dire qu'un constructeur comme Renault Trucks est aujourd'hui contraint de devoir suivre en fait la trajectoire qui est mise en place par l'Union européenne pour faire face aux ambitions de transition énergétique. On a la gamme aujourd'hui la plus large sur des véhicules électriques et énergie alternative qu'on propose donc justement aux acteurs du monde du transport par le biais de véhicules de démonstration, par le biais d'outils informatiques qui permettent tant sur le plan opérationnel que sur le plan économique de faire des comparaisons entre le moteur thermique et le moteur électrique. Voilà, j'ai pas plus à vous dire que ça, si ce n'est qu'on est prêt justement à vous accompagner dans vos objectifs de transition. Merci beaucoup Grégory, merci à tous pour vos interventions de qualité. Nous allons passer aux questions-réponses, les questions qui ont été posées tout au long de ce webinaire. Et je vais passer, vous pouvez répondre aux questions, je vais laisser la main à Esteban dessus. Et je le mets quand même ma petite diapo avec le QR code pour l'enquête de satisfaction. Donc n'hésitez pas à scanner et m'envoyer vos avis pour nous faire évoluer sur nos webinaires. Et je laisse la main pour questions-réponses pendant ce temps-là. Je te remercie, Elodie. Je pense qu'on se prendra tous un petit rab de Webitrans. Quelques petites questions. Tout d'abord, une donc pour la solution Zetra. Il y en a même deux questions pour être précis. Une question de Franck Potel. Quelles sont les capacités de vos stations? Et la deuxième, ça va être un peu plus simple, enfin un peu plus rapide à répondre, de Pierre Moreau. Question, le prix affiché dans le modèle est-il pour une recharge la nuit? Merci pour les questions. Alors, sur la capacité des stations, ça dépend évidemment du cas d'usage. Je pense que l'enjeu est de se placer au plus proche du besoin pour ne pas surdimensionner des infrastructures qui généreraient des surcoûts significatifs pour l'utilisateur. Maintenant, pour répondre quand même à la question, dans un cas un peu général, on est sur des infrastructures avec des raccordements de 2 mégas et une dizaine de bornes. Donc ça, on va dire, c'est notre station un peu standard, ouverte. On est sur un mix de bornes 400 et de bornes 200, donc avec des véhicules qui peuvent dormir la nuit avec des puissances de recharge plus faibles et des capacités de recharge plus importantes pour les véhicules qui ont besoin de boost et d'être rechargés rapidement pour pouvoir repartir pour un deuxième shift, par exemple.
Donc on est sur cette taille d'infrastructure, mais on peut faire aussi beaucoup plus petit dans certains cas pour répondre au mieux aux besoins. Sur la question sur le prix, en effet, là on est sur ce que j'indiquais, on était sur des recharges la nuit. Donc le prix de l'électricité est en règle générale un peu plus cher la journée, notamment du fait des coûts d'acheminement de cette électricité. L'électron n'est pas forcément plus cher la journée, mais le coût d'acheminement est plus cher. Donc là, on affichait des prix la nuit. Ça correspond à des cas d'usage assez classiques dans le transport où le camion dort et le camion repart au petit matin et on a pu le recharger tranquillement. Un grand merci Loïc. Une question également pour Forcy Power. Alors là, je suis désolé si je vais casser un peu les noms. Philippe Villemot ou Wilmot, je ne sais pas comment ça se prononce. Comment la black mass est-elle traitée dans le cadre de votre solution? Oui, merci pour votre pour votre question, pardon. Alors ma réponse, elle va être assez on va dire incomplète dans le sens où aujourd'hui la black mass c'est un vrai sujet. Le recyclage des batteries et le traitement de black mass aujourd'hui, à ma connaissance, on n'est pas encore totalement capable de la faire, notamment en Europe. Il y a des projets qui ont été annulés, notamment avec Eramet et Suez. Et d'autres qui sont en cours, peut-être un peu plus en Allemagne ou en Norvège. Aujourd'hui, dans l'écosystème de la batterie, le recyclage en Europe est encore en train de se former. Donc, on n'est pas encore totalement mature là-dessus. Au niveau de Forcy Power, c'est tout un enjeu en fait de repousser un peu le recyclage des batteries notamment en sélectionnant par exemple des cellules qui ont une durée de vie très importante, comme là en l'occurrence 20 ans, et ensuite leur donner une seconde vie, soit directement en électromobilité, soit en stationnaire. Et là, on sera à horizon 20, 25. On verra bien où est-ce qu'on en sera. Mais voilà, c'est les éléments de réponse que je peux vous donner, qui sont certes un peu insuffisantes, mais l'État et l'Union européenne travaillent en effet beaucoup sur le traitement de la black mass et cet enjeu aussi de conserver une certaine souveraineté jusqu'au recyclage de la batterie. Merci beaucoup. Une question également pour TDK. Existe-t-il une norme qui définit la tension du bus DC, donc aux bornes de la capacité dans les véhicules lourds, ou bien une norme spécifique aux batteries utilisées dans ces véhicules? Pour TDK donc. Vous m'entendez, oui. Écoutez, enfin, nous sommes pas fabricants de batteries, alors j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Néanmoins, ce que je peux vous communiquer, c'est que aujourd'hui, sur l'ensemble des projets que nous avons eus, que ce soit pour le véhicule électrique, voiture électrique ou poids lourd, nous avons deux types de typologies qui sont demandées, une tension à 400 volts DC ou une tension à 800, 850 volts. C'est-à-dire que nous n'avons pas enregistré de demande au-delà de ces 850 volts. Le 850 volts est déjà utilisé sur des plateformes haute performance du groupe Volkswagen Porsche, notamment sur le Taycan. Donc ça, on a des projets qui tournent avec ça. Par contre, malheureusement, je ne peux pas répondre en termes de normes précisément si une tension est imposée, que ce soit au niveau du bus bar ou au niveau je crois de la question concernait la batterie en elle-même. Je ne sais pas si ST a d'autres informations plus précises. En ce qui concerne TDK, je ne peux malheureusement pas vous confirmer. Effectivement, je ne dirais pas beaucoup plus d'éléments que ces derniers. Je pense que le sujet aussi très important dans le sujet poids lourd, c'est aussi la capacité des batteries. Donc effectivement, il y a la tension qui est importante. Plus on va monter en tension, plus on pourra aussi recharger rapidement. Et donc c'est tout l'enjeu aussi autour des composants à large bande et donc des composants de type carbure de silicium. Mais effectivement, je pense qu'il y a surtout un gros sujet sur la taille des batteries en termes d'énergie stockée, plus que la tension.
C'est très clair. Et encore, pour cette fois ST Microélectronique, le réseau électrique sera-t-il capable de supporter toutes ces demandes supplémentaires? Faudra-t-il des stations autonomes hors réseau avec une fourniture en ENR? Bon, ça peut être pour vous, mais également pour tout le monde, parce que chacun a un petit peu sa vision des choses, la vision technique et la vision, bien entendu, opérateur. Donc, elle est de base, et c'est pour vous, parce que c'était justement en réponse aux éléments que vous avez donnés. Mais si d'autres personnes ont des éléments de réponse par la suite, n'hésitez pas à y répondre. Après, effectivement, je pense que c'est aussi une question à poser pour éventuellement un gestionnaire de réseau ou un énergéticien. En tout cas, ce que je peux dire avec la casquette ST Microélectronique, c'est que nous avons des solutions qui permettent de rendre le réseau électrique plus intelligent. Donc effectivement, on se rend compte que les sources d'approvisionnement de ce réseau se complexifient. Donc il n'y a plus forcément, il y a toujours des grandes centrales production d'électricité. En France, c'est beaucoup du nucléaire, il y a de l'hydraulique, de l'hydrolien, mais on voit de plus en plus de particuliers aussi produire leur propre électricité avec leur réseau de panneaux photovoltaïques. Donc il faut créer un réseau de plus en plus agile, flexible, et donc grâce à des technologies justement qui permettent de basculer d'un réseau vers un autre, on peut rendre ce réseau plus intelligent, plus flexible. Et aussi, si on fait le lien avec le véhicule, quand on parle de sujet V2G, véhicule to grid, effectivement, on voit apparaître déjà ce type de technologies qui permettent justement de recharger un véhicule, mais aussi à ce que ce véhicule, lorsque l'on sait qu'il ne veut pas être utilisé immédiatement, permet, lorsque c'est nécessaire, de retransférer de l'électricité sur un réseau. Donc, ça peut être soit pour une maison avec un véhicule équipé. Voilà, je ne citerai pas forcément de marque, mais il y a déjà des projets qui ont été lancés. Et puis après, il peut y avoir des flottes plus importantes pour une ville ou voilà. Donc c'est des choses qui sont en cours pour rendre ce réseau plus flexible. J'espère avoir répondu à la question. Pour moi, c'était très très clair. J'espère que ça a été pour tout le monde. Mais je pense que voilà, on avait bien été éclairé au niveau de cette solution-là, notamment avec les options de V2G, qui est quand même un petit peu un gros enjeu et qui est intégré à présent dans beaucoup de plans. Deux dernières questions. Après, ça sera l'heure de la récréation. Au niveau, donc cette fois, des transporteurs, donc je crois que c'était une question qui était adressée donc à Renault Truck. Les clients des transporteurs vont-ils payer plus cher la prestation de transport alors même que nous n'avons pas solutionné le cabotage et notamment le cabotage illégal? Alors, cela peut être adressé à Renault, mais également peut-être à d'autres personnes. Voilà, si jamais vous n'avez pas ces éléments-là, c'est pas grave. Micro, pardon. Il n'y a pas de souci. Désolé. Donc voilà, donc c'est une question à laquelle c'est compliqué d'y répondre. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a un virage, qu'on va être quasiment contraint de le prendre, et qu'on propose aussi un service supplémentaire qui est vraiment le zéro carbone. Le commerce, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis des années, des décennies. Quand on propose un service supplémentaire, c'est quelque chose qui a un coût. Aujourd'hui, on va prendre par exemple, une compagnie aérienne qui propose donc des destinations et dans lequel aujourd'hui on n'a même plus la possibilité de prendre un bagage, si ce n'est de devoir le payer. J'ai pas le sentiment qu'il y a une baisse des vacanciers à cause de ça. Et je me dis que c'est un service. Donc le service, il va falloir le négocier, il va falloir l'impacter et tout le monde doit à un moment donné y mettre du sien. En tout cas, c'est sûr que n'iront pas ceux qui ne sont pas concernés ou ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Ça, c'est une certitude. Concernant le cabotage, oui, c'est sûr que ça fait partie aujourd'hui un peu de l'univers du transport territorial en France, mais c'est une norme européenne. Qui dit norme européenne dit qu'à horizon 2040-2050, les moteurs thermiques, en tout cas à énergie fossile, ne seront plus produits par les constructeurs. Et donc, tout le monde va devoir à un moment donné se lancer dans des énergies renouvelables, voire dans des véhicules
à batterie. Et je vois que ça acquiesce côté TLF. Vous partagez, j'imagine, un petit peu la même vision. Peut-être un petit mot pour conclure. Oui, tout à fait. Les clients aujourd'hui, je réponds clairement, c'est non. C'est une évidence. Mais effectivement, ça a été dit, effectivement, à partir du moment où tous les transporteurs n'auront que la solution d'énergie électrique, même si ça a un coût, automatiquement le client sera obligé de s'y contraindre. Même si c'est une bonne chose pour l'environnement et pour la planète, bien évidemment. Voilà, l'élément complémentaire que je peux apporter, c'est par rapport au cabotage. Le cabotage aujourd'hui, effectivement, est toujours d'actualité, même si le Covid a un peu réduit ce phénomène. Mais dans la réalité, sur les contrôles, on se rend compte, en échangeant avec les services de contrôle, que bien souvent, les transporteurs qui sont de transit chez nous ont peu d'infractions au regard de l'ensemble des contrôles qui sont pratiqués en France. Donc, c'est un débat, c'est pas forcément le bon débat. Certes, le coût de revient d'un transport pour un transporteur d'un autre État est certainement plus favorable. Mais voilà, il faut aujourd'hui, notre débat, c'est effectivement de savoir vers quoi on tend et notamment vers l'électrique. On va y aller, les clients utiliseront le véhicule électrique, ça c'est une évidence. Et le coût, on le voit, les technologies évoluent, donc le coût va, je pense, aussi se réduire naturellement par la vente en masse de ce type de véhicule. C'est très clair. Je pense qu'on va conclure par ici parce qu'il commence déjà à se faire un petit peu tard. Donc déjà, merci, je pense, à tous les intervenants pour les éclairages. Je pense que je vais pouvoir laisser donc la parole à e-trans pour conclure. Merci beaucoup à tous nos intervenants, à toutes ces présentations de qualité. Merci également aux participants d'avoir permis de faire vivre les échanges à la fin. Merci à Axial et Pôle Énergie de s'être joints à e-trans pour la réalisation de ce webinaire. On vous envoie, donc il y aura un replay, il sera envoyé automatiquement après cette session et on vous enverra également un compte rendu avec les questions qui ont été posées en fin de ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas pu rester jusque cette heure. Merci en tout cas, bonne journée à tous et puis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.